Je ne suis pas vraiment satisfait de ce que j'ai fait. Je suis à un tournant de ma vie et mes objectifs ont besoin d'être réajustés. Je veux vivre avec compassion. Le moindre événement. Je veux distribuer l'amour que j'ai en réserve. Je veux vivre avec compassion. J'ai parfois eu de la chance et plus d'une fois je me suis brûlé les doigts. J'aurais agi bien différemment si j'avais su alors ce que j'ai appris depuis. Je veux vivre avec compassion. Le moindre événement. Je veux distribuer l'amour que j'ai en réserve. Je veux vivre avec compassion. La liste de ceux que j'appelle ma famille s'allonge et j'aimerais que sur cette liste se trouve le nom de chaque personne qui était, est et sera à jamais. Je veux vivre avec compassion. Le moindre événement. Je veux distribuer l'amour que j'ai en réserve. Je veux vivre avec compassion. Welcome. My name is Marshall Rosenberg. Bonjour, je m'appelle Marshall Rosenberg. Cette cassette est la première d'une série destinée à vous faire connaître un processus de communication que j'ai développé et partagé avec de nombreuses personnes depuis 25 ans. Elle vous présentera ce processus, ses composantes, son intention, et vous fera comprendre de quelle manière l'appliquer. Le but de ce processus est de renforcer notre capacité à nous répondre avec compassion à nous-mêmes, à répondre aux autres avec compassion, à inspirer aux autres des réponses compatissantes. La compassion, l'amour dans le sens où j'emploie ce terme, consiste en deux choses. Premièrement, le désir de contribuer au bien-être d'autrui, et deuxièmement, l'expérience de la joie éprouvée à voir l'autre nourri par notre intervention. Le processus fait la différence entre le type de communication qui empêche la compassion et celui qui suscite la compréhension préalable à toute forme de compassion. Je commencerai par parler de la communication que le processus identifie comme empêchant les réponses compatissantes. Ensuite, j'exposerai la manière que ce processus de communication nous suggère d'employer si nous voulons exprimer une quelconque information nous concernant, de sorte qu'elle inspire une réponse compatissante à nos demandes. Je conclurai ensuite par une discussion sur l'attitude que nous propose le processus de communication pour entendre les requêtes d'autrui de façon à nous permettre d'y répondre à notre tour avec compassion. Le processus identifie les exigences comme des formes qui bloquent la communication. Les exigences, selon mon point de vue, sont des demandes qui, non satisfaites, seront suivies d'une action punitive quelconque. Ainsi, si je vous dis « j'aimerais que tu ailles me chercher un verre d'eau », il est impossible de savoir à partir des mots eux-mêmes si j'ai exprimé une exigence. Cependant, si vous m'avez répondu « Marshall, je suis fatigué, j'apprécierais que tu demandes à quelqu'un d'autre de t'apporter de l'eau », et que je rétorque « Tu es simplement paresseux, j'ai travaillé plus que toi aujourd'hui », nous pourrions alors réaliser que j'exprimais une exigence, puisque je tente de vous punir par le remords de n'avoir pas exaucé mon souhait. Voici une autre forme d'exigence. Imaginons à nouveau cette même réponse. « Marshall, je suis fatigué, j'apprécierais que tu demandes à quelqu'un d'autre d'aller te chercher de l'eau. » Je resterai alors silencieux, tout en prenant un air triste et délaissé. Vous me demanderiez certainement si quelque chose ne va pas. Je répondrais « non, non », sur un ton qui rendrait vraiment difficile de croire que tout va bien. Alors vous diriez « allez, qu'est-ce qui ne joue pas ?» Et moi,
Tu sais pourtant combien je suis éreinté, combien j'ai soif. Si tu m'aimais vraiment, tu m'apporterais un verre d'eau. » Dans ce cas-là, nous saurions une fois de plus que ma demande était en fait une exigence. Preuve en est ma tentative de vous culpabiliser pour n'avoir pas réagi conformément à mon désir. Après avoir beaucoup discuté avec des gens qui ne faisaient pas ce qu'on leur demandait, j'ai compris combien la nature des exigences était propre à susciter l'échec. Lorsque j'exerçais mon métier de psychologue, j'ai passé beaucoup de temps avec des enfants qui ne faisaient pas ce que leurs parents attendaient d'eux. Il pouvait s'agir de certaines corvées ménagères, de se laver ou de faire leurs devoirs. En parlant avec eux, j'ai découvert qu'ils n'exécutaient pas ce que leurs parents voulaient parce qu'ils recevaient leurs requêtes comme des exigences. Il leur arrivait de dire « Je n'ai pas envie d'étudier quand mes parents me menacent de me priver d'argent de poche si je ne le fais pas. » Ou bien « Aurais-tu envie de sortir la poubelle si tes parents te disaient chaque fois que tu oublies « Tu ne mèneras jamais une vie correcte si tu te montres toujours aussi paresseux et irresponsable. » Mon apprentissage concernant les exigences a été favorisé également par mes propres enfants. Ils m'ont enseigné 2 leçons importantes dans leur jeune âge. La première, que je ne pouvais pas les forcer à faire quoi que ce soit. Tout ce que je pouvais faire, c'était de leur faire regretter de ne pas m'avoir obéi. La seconde, que si j'essayais de leur faire regretter de ne pas m'avoir obéi, ils me le feraient regretter à leur tour. J'ai écrit la chanson suivante un soir après avoir parlé avec Brett, mon plus jeune fils, qui n'avait pas voulu sortir la poubelle. Cette chanson semble s'appliquer aux personnes de tout âge qui ne font pas ce qu'elles savent pourtant nécessaire de faire. Si je comprends sans l'ombre d'un doute que ton intention n'est pas d'exiger, je réponds d'habitude quand tu m'appelles. Mais si tu viens vers moi comme un supérieur omnipotent, tu auras le sentiment d'arriver contre un mur. Et quand tu me rappelles avec tant de ferveur tout ce que tu as fait pour moi, gare à toi, je vais bondir. Tu pourras bien crier ensuite. Tu pourras bien cracher, gémir, te plaindre ou perdre ton sang-froid, rien ne me fera sortir la poubelle. Même si tu changes de langage à présent, il me faudra encore un moment avant que je puisse pardonner et oublier. Parce qu'il m'a semblé que tu ne me considérais pas comme un autre être humain, tant que je n'admettais pas ta façon de voir. J'ai constaté des réactions similaires de la part d'adultes qui m'ont expliqué leurs raisons de ne pas obtempérer aux ordres de leur patron. Ils m'ont dit avoir plus envie de résister que de coopérer lorsqu'ils entendaient leurs demandes exprimées comme des exigences. Par ailleurs, le travail que j'ai accompli avec des couples confirme encore davantage l'effet désastreux que peut avoir dans l'intimité une demande reçue comme une exigence. Le processus de communication non violente, que par commodité nous appellerons processus CNV, est destiné à nous rendre capables d'exprimer nos requêtes aussi clairement et fermement que possible, en réduisant néanmoins au maximum la probabilité qu'elles puissent être perçues comme des exigences. Bien entendu, quel que soit le soin avec lequel nous nous efforcerons de communiquer que nos demandes sont des demandes et non des exigences, elles pourront toujours être interprétées autrement. C'est pour cela que le processus CNV propose différentes recettes permettant de détecter si une mauvaise interprétation s'est produite, et si tel est le cas, de la corriger. Un jour, par exemple, on m'a demandé de présenter le processus aux étudiants d'un lycée dans le Virginia. Ces étudiants étaient considérés dans la région comme des inadaptés sociaux émotionnellement retardés, titre qui n'arrangeait rien, j'en suis certain. J'y reviendrai plus tard, quand je parlerai de diagnostics similaires. Comme j'entrais dans la classe, la moitié des étudiants étaient penchés à la fenêtre et braillaient des obscénités à leurs amis restés dans la cour.
J'aimerais que chacun de vous prenne une chaise, ai-je demandé, la place dans le cercle que j'ai commencé à faire, et s'asseye. Je pourrai ensuite me présenter et vous dire ce que j'aimerais que nous fassions aujourd'hui. À ce moment-là, tout le monde s'assit, comme je l'avais demandé, excepté les 2 malabars de la classe. J'apprécierais que vous me répétiez ce que vous m'avez entendu dire, pour que je puisse vérifier si je me suis bien fait comprendre, leur dis-je. Vous avez dit qu'il fallait que nous venions et que nous nous asseyions, répondit l'un d'eux. Monsieur, j'ai pris l'habitude de traiter de monsieur les gens qui ont des biceps tatoués aussi impressionnants que ceux de ce jeune homme. J'aimerais que vous me disiez comment j'aurais pu vous faire savoir ce que je désirais, de sorte que vous ne l'entendiez pas comme quelque chose que vous aviez l'obligation de faire. Quoi? Fit-il. Comment aurais-je pu vous faire savoir ce que je voulais de manière à ce que ça ne résonne pas pour vous comme un signe d'autorité et une exigence? Demandai-je une seconde fois. Je ne sais pas, fut sa réponse. Il parut cependant satisfait de voir que je n'exigeais rien de lui et vint nous rejoindre avec son ami. Une partie importante de ce que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui concerne la manière de faire savoir aux autres ce que l'on veut d'eux sans leur donner des ordres. Je crois en effet que les gens font bien meilleur ménage quand ils ne se donnent pas d'ordre. Le processus CNV identifie aussi la communication qui diminue notre conscience du choix comme une forme bloquante. En effet, elle empêche d'emblée toute réponse compatissante. Le processus CNV renforce à la fois notre capacité de choisir ce que nous voulons et la possibilité de créer les conditions nécessaires pour que cela se réalise. À cet égard, il est en harmonie avec la thèse de Simone Weil lorsqu'elle écrit « Les personnes totalement libres seraient celles dont chaque action procède d'un choix préliminaire des limites qu'elle se fixe à elle-même et de la succession des moyens appropriés pour rejoindre ces limites. » Et de même avec Charlie Brown, déclarant un jour à Lucy « Lucy, ma philosophie de la vie a changé. Maintenant, je crois qu'on ne trouvera pas les réponses à nos questions à la fin du livre de la vie. » À quoi Lucy répondit « Charlie, je crois que tu es dans la mouise. » Il est plus facile, et cela demande moins de courage, de réagir à ce que les autres ont choisi pour nous, plutôt que de prendre notre responsabilité. Le processus CNV nous rend attentifs au danger d'utiliser des mots qui réduisent la possibilité de choisir, en particulier devoir, falloir, être obligé, ne pas pouvoir, etc. L'histoire de « je dois ». Lors d'un atelier pour parents et enseignants, j'eus l'occasion d'exprimer mon souci à propos d'un tel langage restrictif. Et une femme, visiblement bouleversée, a pris la parole. « Mais il y a des choses qu'on est obligé de faire, qu'on le veuille ou pas. » Je lui demandai de me donner un exemple. « Ah, c'est facile, répondit-elle. Quand je partirai d'ici ce soir, il faudra que je rentre chez moi pour préparer le repas. J'ai horreur de faire la cuisine, mais je n'ai pas le choix. Parce que je suis une épouse et une mère, je suis obligé de le faire 2 fois par jour depuis 20 ans. » Je lui fis part de mon regret d'entendre qu'elle avait pu si longtemps faire quelque chose d'aussi désagréable pour elle. Et je lui exprimai mon espoir que le processus CNV lui ouvrirait d'autres horizons. Eh bien, je suis content de pouvoir dire que dans ce cas, il s'est avéré extrêmement valable. Elle rentra chez elle ce même soir et annonça son intention de ne plus faire la cuisine. Ses 2 fils aînés sont venus à un autre atelier que j'animais dans la même communauté 3 semaines plus tard. Ils arrivèrent tôt et je pus leur demander quelle réaction avait suscité la décision de leur mère. Le plus âgé, John, me confia « Marshall, je me suis simplement dit « Dieu merci ». J'étais fatigué de l'entendre se plaindre et répéter combien elle détestait faire la cuisine à l'approche de chaque repas. Une des choses que j'ai notées quand j'ai lu les études psychologiques faites après la guerre au sujet des chefs nazis, c'est qu'ils ont souvent refusé la responsabilité de leurs actions en disant par exemple « je devais le faire ». Les ordres de mon supérieur exigeaient que, etc., etc. Un poème de Donald Hall, « The Body Politic », la politique du corps, traduit l'aversion que j'éprouve quand des gens attribuent la responsabilité de leurs actes à des forces étrangères à leur propre volonté. J'ai tiré sur mon ami pour sauver la vie de mon pays, et quand la balle chanceuse l'a touché à mort, j'ai été salué par les fifres et tambours d'une haute école, tandis que le traître perdait son sang.
Je n'ai jamais pensé, jusqu'à l'instant d'appuyer sur la gâchette, que ce que je faisais puisse être autre chose que difficile, certes, mais bon. J'ai pensé que les républiques étaient debout pour quelque chose de plus grand encore, pour l'esprit de l'homme, comme Platon a dit qu'elles étaient. Ainsi, quand j'ai entendu le devoir qui m'était assigné, tirer sur mon ami m'a paru de pur bon sens. Écarter le désordre de l'état d'âme n'était que rectitude mentale, me semblait-il. L'audience s'est dispersée. Je me suis senti déprimé. Je me rendis là d'où venaient mes ordres, mais à l'adresse indiquée se trouvait précisément une place de parc libre. J'en suis resté muet. J'ai essayé de trouver la véritable adresse, mais où? Personne ne m'a dit ce que j'ai fini par savoir, et les secrétaires m'ont renvoyé de ci, de là à d'autres secrétaires juste pour la galerie. Pauvre Fred. Sa présence manquera beaucoup aux enfants et aux copains. L'État, je l'appris trop tard, n'existe pas. L'homme vit d'amour, et non de métaphores. Un troisième type de communication est répertorié parmi ceux qui empêchent les réponses compatissantes. Ce sont les évaluations qui contiennent un diagnostic, une interprétation, un jugement moral, psychologique ou physique sur les gens. Mes études sur ceux qui persécutent autrui m'ont appris qu'en plus de refuser la responsabilité de leurs actes, ils s'évaluent eux-mêmes aussi bien que les autres. Ils utilisent des étiquettes déshumanisantes, des diagnostics et des interprétations telles que youpin, bougnoul, boche, nègre, etc. Je crois que de poser un diagnostic sur les gens, de les cataloguer nous masque leur vulnérabilité et nous encourage à leur en vouloir. Ma remarque est aussi valable pour les diagnostics et les interprétations positives. Notez que si je vous traite de gentilles personnes ou de personnes égoïstes, je me mets dans les deux cas dans la position de quelqu'un qui prétend savoir ce que vous êtes. De ma naissance à mon doctorat, j'ai été entouré de gens qui utilisaient précisément pour se jauger eux-mêmes ou jauger autrui les diagnostics et les interprétations que j'ai été amené à considérer comme destructeurs, et sur le plan personnel et sur le plan social. Pendant longtemps, j'ai moi-même développé cette habitude d'évaluer avant de prendre conscience qu'il existait d'autres alternatives. Ma formation professionnelle a encore développé mon habitude de juger de cette façon aliénante. Bien entendu, j'ai acquis un certain standing grâce à elle. Avant mon diplôme, si vous m'aviez fait une queue de poisson sur la route, je vous aurais fort probablement traité d'imbécile. Mais après mon diplôme, je vous aurais plutôt dit « espèce de schizophrène pseudo-névrotique ». Ça peut sonner plus sophistiqué, certes, mais ça n'en est pas moins une autre facette du même jeu aliénant. Voici le texte de la chanson qui va suivre. J'allais chez un docteur dans une clinique proche de chez moi. Il me dit que j'étais un cas pathologique sérieux. Je répondis « Toubib, ça, je le savais avant de venir. J'ai besoin de quelqu'un qui prenne soin de moi, pas qui m'analyse. » Il me demanda si j'avais quelques habitudes étranges. Je lui en ai raconté quelques-unes et que j'avais toujours envie d'en apprendre davantage. Alors il me donna des pilules et me pria de les prendre chaque jour. Je lui déclarai que les pilules ne m'enlèveraient pas mon blues. Je lui dis, ma déprime vient de gens comme vous, qui savent ce que je suis et non pas ce par quoi je suis passé. Vous voyez, mes amis, il était un de ces docteurs de la vieille école qui pense encore qu'on a besoin d'une ordonnance pour prendre des drogues. Ce toubib vit ce qu'on l'avait entraîné à voir. Simplement, il ne parvint pas à me voir moi. Ainsi, je l'ai quitté. Il ne m'avait pas impressionné. Désormais, nous sommes deux à avoir volé au-dessus du nid de coucou. I went to a shrink in a clinic near me. He said I was a case of total pathology. Well, I said, shrink, I knew that before I came in. I need someone who cares, not just analyzing. He asked me if I had any strange habits. I said a few, but I was always willing to learn some more. So he gave me some pills and told me take them each day, but I said pills wouldn't take my blues away. I said, shrink, my blues come from people like you who know what I am, not what I've been through. You see, he was one of those old-fashioned doctors, still thought you needed a prescription to get drugs.
saw what he was trained to see. He just never got around to seeing me. So I left that trick. I wasn't impressed. Now there's two who flew the cuckoo's nest. Je viens de parler des 3 types de communication que notre processus recommande d'éviter. Premièrement, les exigences. Deuxièmement, le langage qui réduit le choix. Troisièmement, les diagnostics et les interprétations. J'aimerais maintenant que nous fixions notre attention sur la forme de communication qui inspire la compassion. Le processus CNV attire notre attention sur 4 questions. Les 3 premières décrivent les conditions de notre état présent, aussi honnêtement et précisément que nous sommes capables de les cerner. La 4e clarifie ce que nous souhaitons voir mis en action. Leur but, à toutes les 4, est toujours d'accroître notre bien-être et ou celui d'autrui. Première question. Qu'est-ce que je suis en train d'observer? En y répondant, nous déterminons les actions ou événements sur lesquels se porte notre attention. Est-ce sur quelque chose de passé, d'actuel, ou sur quelque chose que nous projetons dans le futur? Le processus CNV recommande que l'on réponde à cette question dans un langage d'action, aussi dépourvu que possible de toute évaluation. À la demande du directeur d'une école, par exemple, j'ai travaillé avec un groupe d'enseignants dans une ville de la côte ouest. Le directeur souhaitait que je serve de médiateur à propos de différends qui régnaient entre les enseignants et leurs doyens. J'ai alors prié les enseignants de m'indiquer quelque chose que le doyen avait fait et qui avait contribué à leur malaise. Un des professeurs répondit « Il a une grande gueule ». Alors j'ai dit « Je crois que le doyen pourrait mieux comprendre ce qui vous tourmente si vous pouviez décrire spécifiquement ce qu'il a fait ou dit, en l'occurrence, sans utiliser des mots comme « grande gueule » qui contiennent un jugement. » Un autre enseignant prit alors la parole. « Je sais ce qu'il veut dire. Le doyen parle trop. » Je répondis que j'avais le même point de vue à propos des mots « parle trop » que des mots « grande gueule », à savoir qu'ils pouvaient aisément être reçus comme une attaque et que le flou de ces termes empêcherait le doyen de répondre dans le sens où les enseignants le souhaitaient. Un troisième ajouta à ce moment-là « Le doyen est convaincu qu'il est le seul à dire quelque chose de valable. » J'ai rétorqué que d'avoir des présomptions sur ce que le doyen pensait ne répondait pas à ma question sur ce qu'il avait fait. Je précisais qu'une information spécifique au sujet des agissements des gens concernés leur permet de mieux comprendre ce qui nous préoccupe. Un autre professeur intervint. « Il tient à être le centre d'intérêt général. » Je répondis « Dire ce qu'il veut donne une évaluation de ses mobiles, mais ne nous dit pas ce qu'il fait. » Un autre enseignant soupira. « C'est difficile d'être spécifique. Tout ce qui me vient à l'esprit est une évaluation. » C'est aussi une bataille pour moi, avouai-je. J'ai pris conscience de la difficulté de discerner observation et évaluation le jour où j'ai lu que Krishnamurti estimait la capacité d'observer sans évaluer comme la plus haute forme de l'intelligence humaine. Je me souviens avoir pensé en mon fort intérieur, c'est ridicule. Et il m'a fallu quelques secondes pour réaliser que je venais juste de prouver ce qu'il disait. Je me révélais incapable d'observer ce qu'il était en train de dire sans immédiatement l'évaluer. En fin de compte, les enseignants furent capables de me dire précisément ce que le doyen avait fait qui les dérangeait. Ils mirent sur le tapis différents comportements dont ils voulaient parler. Celui qui les atteignait le plus était que, lors des réunions du corps enseignant, le doyen rattachait systématiquement à l'ordre du jour une expérience personnelle datant de la guerre ou de son enfance. Ceci prolongeait systématiquement toute réunion d'une vingtaine de minutes. Je leur demandais s'ils avaient jamais dit au doyen que ces récits les ennuyaient. Ils me répondirent qu'ils craignaient de ne pas s'être exprimés dans un langage d'action lorsqu'ils avaient tenté de le faire. Néanmoins, ils tombèrent d'accord pour en parler avec lui à la prochaine réunion du corps enseignant. Ils me demandèrent d'être présent et, étant donné la tournure des événements, je suis content d'y être allé. Dès que la réunion commença, je pus voir de quoi il retournait. Le doyen ramenait toute discussion à une expérience personnelle. J'attendais que quelqu'un prenne la parole, mais personne ne le fit. Il y avait en revanche une quantité de messages non verbaux. Les enseignants roulaient leurs yeux, bâillaient, regardaient leur montre, mais restaient quoi.
Après avoir assisté à cette scène pendant un moment, je demandai « Est-ce que personne ne veut s'exprimer » Il y eut alors un silence pénible. Celui qui avait parlé le premier lors de notre rencontre préalable prit alors son courage à deux mains et laissa échapper à l'adresse du doyen « Ed, t'as une grande gueule !» Chanson « S'il te plaît, ne confonds pas ». Je peux m'arranger avec ce que tu me dis, que j'ai fait ou pas fait, et je peux m'arranger de tes interprétations, mais s'il te plaît, ne mélange pas les deux. Si tu veux rendre les choses confuses, laisse-moi te dire comment procéder. Fais un mélange entre ce que j'ai fait et ta réaction. Dis-moi que tu es déçu, des choix incomplets que tu constates, mais ne me traite pas d'irresponsable. Cela ne me motivera pas. Dis-moi que tu t'es senti blessé quand j'ai répondu non à tes avances. Mais me traiter d'homme frigide n'augmentera pas tes chances à l'avenir. Oui, je peux m'arranger avec ce que tu me dis, que j'ai fait ou pas fait, et je peux m'arranger de tes interprétations, mais s'il te plaît, ne mélange pas les deux. Je t'en prie, ne mélange pas les deux. I can handle your telling me what I did or didn't do. And I can handle your interpretations, but please, don't mix the two. If you want to confuse any issue, let me tell you how you can do it. Mix together what I do and how you react to it. Tell me that you're disappointed with the unfinished chores you see, but calling me irresponsible is no way to motivate me. And tell me that you're feeling hurt if I say no to your advances, but calling me a frigid man won't increase your future chances. I can handle your telling me what I did or didn't do, and I can handle your interpretations, but please, don't mix the two. I ask you please, don't mix the two. La deuxième question du processus CNV est « Comment est-ce que je me sens par rapport à ce que j'ai observé ?» Pour y répondre, le processus encourage l'emploi d'un langage qui dévoile nos émotions aussi ouvertement que possible et recommande que nous évitions tout ce qui pourrait être perçu comme une évaluation par notre interlocuteur. Nous sommes nombreux à ne pas avoir reçu la formation nécessaire pour devenir des virtuoses sur le plan émotionnel, et cela nous coûte très cher. Rollo May a écrit « Plutôt que d'exprimer ses sentiments de façon aussi laconique que le serait un coup de clairon, la personne mature devient capable de les différencier en autant de nuances, autant d'expériences fortes et passionnées, ou délicates et subtiles, qu'on peut en trouver dans les différents mouvements d'une symphonie. » Ode à John Wayne. J'ai grandi en croyant que ce que l'on attendait de moi était de prouver combien fort et violent je pouvais être. Mais désormais John Wayne n'est plus mon héros, et je vais permettre à ma douceur d'émerger. Je suis effrayé de l'admettre. Lorsque j'étais seul ou triste, je pensais que mes sentiments étaient de la faiblesse, et je croyais que la faiblesse était honteuse. Mais désormais, Clint Eastwood n'est plus mon héros, et je vais permettre à ma douceur d'émerger. La troisième question attire notre attention sur ce qui contribue à créer nos sentiments. Elle est basée sur la présomption suivante. Nos sentiments sont le résultat de l'équilibre harmonieux entre nos inspirations, notre vision, et leur réalisation, leur accomplissement effectif. Quand ce que nous observons est conforme avec ce que nous souhaitions, nous éprouvons un sentiment de plénitude à des degrés divers. Si c'est l'inverse qui survient, nous ressentons toutes sortes de sentiments douloureux. Le processus CNV préconise de répondre à cette troisième question par un « parce que je », qui suit immédiatement l'expression de nos sentiments. Par exemple,
Je suis excité d'apprendre que tu vas venir parce que je souhaitais te présenter à mes amis. Ou, lorsque tu es rentré à la maison et que tu ne m'as pas salué, je me suis senti triste et déçu parce que j'aurais désiré un quelconque signe d'attention. Lorsque nous prêtons garde à ce qui se passe à l'intérieur de nous et tentons de déterminer ce qui est à l'origine de nos sentiments, nous découvrons fréquemment que les interprétations et les diagnostics y sont pour quelque chose. Notre processus de communication considère ces interprétations et diagnostics comme des expressions altérées de ce que nous souhaitons voir se réaliser. Par exemple, j'arrivais un jour dans la cuisine et je constatais qu'il n'y restait aucun des beignets que j'avais achetés le soir précédent. Je me suis mis en colère parce que je me suis dit que la personne qui les avait mangés était sans égard et égoïste. Dire que j'étais allé chercher ces beignets dans la nuit et sous la pluie, à la demande des miens. Si j'avais vécu toute ma vie dans une culture qui encourage les gens à parler ouvertement de ce qu'ils veulent, sans être jugés pour cela, j'aurais probablement été directement en contact avec ce que je voulais vraiment. Je n'aurais pas eu besoin de poser un diagnostic sur la personne supposée, ni chercher à interpréter ses agissements parce que je n'avais pas eu ce que je voulais. S'il nous arrive de nous prendre en flagrant délit de jugement ou d'interprétation d'autrui, le processus CNV recommande que nous traduisions ces diagnostics et interprétations en termes des besoins qu'ils reflètent. Ainsi, le diagnostic paresseux pourrait être traduit par « Je souhaiterais que mes camarades de chambre nettoient cette pièce avant de regarder la télévision ». L'interprétation égoïste pourrait être traduite par « J'aurais aimé que la personne qui a mangé le dernier morceau du gâteau se soucie auparavant de savoir si d'autres en auraient voulu aussi ». Manipulateur deviendrait « J'aurais aimé qu'un tel me dise exactement ce qu'il désirait, etc. » Je reviendrai sur ce sujet, à savoir que les interprétations et les jugements peuvent être bien mieux compris si nous les considérons comme des expressions faussées de ce que nous souhaitons. J'y reviendrai lorsque j'aborderai l'autre aspect de la question « Comment répondre aux gens qui nous interprètent et nous jugent ?» Il est aisé de perdre la conscience que nous sommes la source intime de nos propres sentiments. Et il est facile de nous mystifier nous-mêmes en étant persuadés que nos sentiments sont causés par les agissements d'autrui. Lorsque nous sommes éloignés de ce qui, en nous, contribue à la création de nos sentiments, nous disons des choses telles que « tu me rends folle quand tu laisses traîner tes vêtements sur le lit » ou « ça me blesse que tu aies oublié notre rendez-vous » ou « je me sens découragé parce que tu n'as pas fait ce que je te demandais ». Dans chacun de ces exemples, ceux qui parlent expliquent leurs sentiments comme résultant uniquement des actions d'autrui. Aucune référence n'est faite à ce qu'ils souhaitaient et n'ont pas obtenu. Or, c'est cela même que le processus de communication non violente considère comme l'origine des sentiments qu'ils éprouvent. Si nous désirons être plus capables d'aller vers ce qui est déterminant pour notre bien-être, il est crucial que nous prenions conscience de ce que nous voulons. Par notre culture, nous avons assimilé beaucoup de nos valeurs de façon inconsciente. Ainsi que l'a écrit Karl Marx, la tradition transmise par toutes les générations éteintes tourmente comme un cauchemar le cerveau des générations vivantes. Les théologiens font allusion à ce cauchemar comme à de l'idolâtrie. Les psychothérapeutes s'y réfèrent avec des mots tels que scénario, enregistrement intérieur, programmation, qui limitent notre accomplissement en tant qu'être humain. L'acteur Bill Bixby a affirmé que son objectif en tant que père était d'enseigner à ses enfants les choses qu'ils n'auraient pas envie de désapprendre par la suite. En nous suggérant de focaliser notre attention sur les images qui sont à la source de nos sentiments, le processus de communication nous donne une chance d'identifier nos conditionnements, puis de nous en libérer si nous le souhaitons. Les 3 premières questions évaluent si ce que nous avons visualisé s'est effectivement réalisé. La 4e question clarifie ce que nous voulons voir s'accomplir maintenant, étant donné notre appréciation de l'harmonie existant entre nos rêves, notre idéal, et sa réalisation pratique. Elle se pose donc ainsi. Que voudrais-je voir s'accomplir pour que se réalise ce dont je rêve? Le processus CNV recommande d'utiliser un langage d'action positif lorsqu'on exprime ses requêtes. Par là même, il incite à la clarté, laquelle s'intensifie lorsque nous disons ce que nous voulons plutôt que ce que nous ne voulons pas. Comme une de mes amies l'exprime dans une chanson pour enfants, « Comment faire un ne fais pas ça ?»
Tout ce que je sais, c'est que je ne veux pas quand on me dit « ne fais pas ça ». Après m'avoir entendu louer la formulation positive des requêtes, contrairement à leur expression négative, ce qui n'est pas souhaité, une femme m'a déclaré un jour « Ah, je vois maintenant ce qui s'est passé. Il y a environ 3 semaines, j'ai dit à mon mari que je ne voulais pas qu'il passe autant de temps au travail. Puis j'ai été furieuse contre lui quand il s'est engagé pour un tournoi de golf. » Je lui ai demandé comment elle aurait formulé sa requête en termes d'action positive. Elle répondit « J'aurais dit « J'aimerais que tu sois d'accord de passer au moins une soirée par semaine avec les enfants et moi. » Notre processus de communication recommande que nous offrions nos demandes à autrui comme des possibilités ouvertes, sans contrainte, de contribuer joyeusement à notre bien-être. Quand j'emploie l'expression « ouverte sans contrainte », je fais allusion à un don qui serait inspiré uniquement par la vision de la plénitude des autres, et non par une vision qui voudrait éviter les reproches, la punition ou le rejet. Pour expliquer plus avant ce que j'entends par « sans contrainte », j'aimerais que vous pensiez à quelqu'un dans votre vie avec qui vous adoriez être. Je parie que cette personne avait un sourire magnifique lorsqu'elle contribuait au bien-être d'autrui. Un sourire semblable à celui de ma grand-mère, Anna Satowski-Weiner, ou à celui de mon oncle, Julius Peter Fox, quand elle ou lui prenait soin de quelqu'un. Un sourire du style de celui qu'on voit sur le visage des jeunes enfants quand ils vont donner du pain aux canards. Le processus de communication est basé sur la présomption que cette qualité particulière de joie reste bloquée lorsque l'on donne poussé par la peur ou la culpabilité. Il est possible que certaines personnes ne reçoivent pas nos requêtes comme des possibilités de contribuer avec joie à notre bien-être, même lorsque nous les leur offrons dans cet état d'esprit. Elles peuvent les prendre comme une exigence, une menace, une attente, une obligation ou toute autre forme de contrainte. Une façon de démontrer que notre demande n'est pas coercitive est d'ajouter quelques phrases manifestant notre désir d'aider l'autre à faire la différence entre notre requête et une demande coercitive. Par exemple, nous pouvons chercher à savoir comment il se sent après nous avoir entendus, ou s'il est d'accord de faire ce que nous désirons. De telles questions prouvent que nous sommes concernés par les sentiments qu'il peut éprouver à l'idée d'exaucer nos vœux et pas simplement par le fait qu'ils nous contentent. Nos demandes ne sont pas coercitives non plus lorsque nous manifestons de l'empathie à ceux qui ont choisi de ne pas y répondre. L'empathie, autrement dit l'identification affective, est le fondement d'une réponse compatissante. Le processus CNV attire notre attention sur ce qui est indispensable que nous comprenions afin d'accroître notre capacité à répondre avec compassion. Simone Weil dit à propos de l'empathie « La capacité de faire cadeau de son attention à un infortuné est une chose extrêmement rare et difficile. C'est presque un miracle. C'est un miracle. Presque tous ceux qui pensent qu'ils ont cette capacité ne la possèdent en fait pas. Aimer notre prochain dans toute sa plénitude signifie simplement avoir la capacité de lui dire « Quelle épreuve êtes-vous en train de traverser ?» En attirant notre attention sur la vulnérabilité de l'autre et sa demande d'être nourri, quelle que soit sa manière de l'exprimer, le processus CNV renforce notre capacité à offrir cette qualité d'attention miraculeuse et concernée. Pour ce faire, il nous propose de répondre aux 4 questions suivantes, quelle que soit la forme d'expression choisie par les gens. Première question, qu'est-ce que la personne est en train d'observer? Deuxième question, comment est-ce qu'elle se sent? Troisième question, qu'est-ce qui est à l'origine du sentiment qu'elle éprouve? Quel désir? Quelle vision? Quatrième question, que veut-elle réellement maintenant? Ces questions vont nous permettre de porter notre attention sur la vulnérabilité et la demande d'être nourri à laquelle l'autre aspire et qu'il a peut-être peur de communiquer. D'autre part, elles sont le miroir de celles que nous nous sommes posées sur nous-mêmes. Le processus nous rappelle aussi que nous serons mieux à même de comprendre ce que nous interprétons comme attaque et répression si nous nous souvenons qu'en réalité il s'agit d'expression de souffrance et de demande d'attention. Donner de l'empathie requiert le détachement plein d'attention auquel Bouddha se réfère lorsqu'il dit « Ne vous contentez pas de faire, restez là ».
Ce détachement plein de sollicitude nous libère du réflexe de répondre et nous donne en surplus la capacité de manifester de la compassion. Le processus de communication nous assiste dans le développement de ce détachement attentif en nous rappelant de ne pas répondre à ce qui a été dit avant que l'autre ait terminé de le communiquer, ni avant que nous ayons répondu aux 4 questions qu'il nous propose, afin que la vulnérabilité et les demandes de l'autre soient aussi claires que possible. Le don de l'empathie réclame aussi de nous la conscience de l'unicité d'autrui. Hermann Hesse décrit cette unicité de la façon suivante. Chacun est plus que simplement lui-même. Il représente également le point unique, très particulier, toujours significatif et remarquable, où se rejoignent et se produisent les phénomènes du monde une fois seulement de cette façon et jamais plus. C'est la raison pour laquelle l'histoire de chaque personne est importante, éternelle, sacrée. Et c'est pourquoi chaque personne, aussi longtemps qu'elle vit et accomplit la volonté de la nature, est digne de considération. Martin Buber dit que cette unicité sacrée de chacun attend de nous une réaction qui ne peut être organisée d'avance. Elle ne réclame rien qui vienne du passé, elle réclame présence, responsabilité. Elle nous réclame. Le processus de communication non violente nous aide à reconnaître l'unicité de chaque personne en focalisant notre attention sur le présent. Fixons-la sur ce que la personne est en train d'observer juste maintenant, sur ce que la personne ressent seulement à 7 minutes précises, sur ce qu'elle aurait voulu et qui contribue au sentiment qu'elle éprouve, sur ce qu'elle veut à cet instant. Porter notre attention sur ce moment spécifique nous préserve de toute généralisation et nous garde en lien avec l'unicité de chacun. J'aimerais démontrer comment le processus de communication renforce notre capacité à donner de l'empathie en vous racontant une anecdote qui a eu lieu pendant un atelier que j'animais. Après avoir fait quelques remarques d'introduction, j'ai pris conscience que 40 minutes s'étaient écoulées et que je n'avais pas encore donné l'occasion aux participants de réagir à ce que je leur présentais. Je m'interrompis alors et demandai au groupe si quelqu'un avait une réaction à manifester. Une personne se leva et dit « Vous êtes le conférencier le plus arrogant que nous ayons jamais eu ici. » Différents choix se proposent à nous lorsque des personnes nous répondent de cette façon. Un des réflexes de la plupart d'entre nous est de prendre le message pour soi. Nous savons que nous prenons quelque chose pour nous lorsqu'une impulsion puissante nous pousse à ramper ou à nous défendre ou à faire des excuses. C'est une façon malheureuse de répondre au message d'autrui. C'est tragique pour nous parce que cela nous incite à nous apitoyer sur nous-mêmes, et c'est tragique pour l'autre parce que cela diminue notre capacité à nous sentir concernés par son bien-être. Un autre réflexe auquel nous sommes en général soumis est d'attaquer l'autre parce qu'il nous a attaqués. J'ai écrit le poème que vous allez entendre une nuit après être tombé dans ce piège. Le doyen d'une université avait réagi de la façon suivante à une proposition en faveur de laquelle je plaidais. « Voilà bien la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue, ou alors c'est moi qui suis bête. » Je me suis laissé accrocher par sa phrase et j'ai fait de mon mieux pour le convaincre que le problème était sa bêtise. « Je suis si convaincu que tu es un scélérat que je ne pense qu'à te tuer dès que tes mots arrivent sur ma route. Tu n'as pas plutôt commencé à parler que ma colère atteint son paroxysme et que ce que je t'entends dire, tu prétends ne pas l'avoir dit. Alors pour me calmer, je vais voir le meilleur toubib de la ville, je parle de toi longuement, à fond, mais plutôt que de m'aider à manifester de l'empathie, le toubib a acheté une arme et s'est mis lui aussi à ta recherche. » Grâce au processus de communication non violente, j'ai réagi de manière constructive au message « Vous êtes le conférencier le plus arrogant que nous ayons jamais eu ». Je ne l'ai pas pris contre moi, n'y ai pas répondu non plus par une attaque. Je me suis souvenu que mon attention devait être portée sur la vulnérabilité et les demandes qui étaient exprimées à travers ces mots. D'abord, je me suis demandé quelles observations étaient contenues dans les propos de cet homme. Il m'avait fallu 45 minutes pour présenter ma façon de voir avant de m'inquiéter de la sienne. Bien sûr, ce que je devinais pouvait être exact ou pas. Mais dans un cas comme dans l'autre, mon attention restait fixée sur une information potentielle valable, à savoir ce que j'avais pu faire qui avait offensé l'autre, et non sur quelque jugement péjoratif à son égard ou au mien.
Lorsque je ne suis pas certain d'avoir perçu de façon exacte ce que l'autre a voulu dire, le processus recommande que je vérifie en détail ce que je crois avoir compris par une paraphrase, ce que je fis. Je lui demandai « Est-ce que vous réagissez parce que je ne vous ai pas donné l'occasion de parler jusqu'à présent ?»« Non, rétorqua-t-il. C'est que vous vous arrangez pour que ça paraisse tellement simple. » Grâce à sa correction, j'ai deviné que sa réaction était due au fait que je n'avais pas parlé de la difficulté de certains dans l'apprentissage du processus CNV et dans sa mise en pratique. Comme je n'étais toujours pas sûr d'avoir compris exactement, je l'ai paraphrasé à nouveau. Alors, vous réagissez parce que vous auriez voulu que j'admette que cette méthode peut être difficile à appliquer pour certains. Pas pour certains, pour vous. Pour être sûr qu'en fin de compte j'avais bien compris, j'ai une fois de plus paraphrasé. Ainsi, votre réaction est liée au fait que je n'ai pas dit que, le cas échéant, j'ai moi aussi de la peine à mettre en pratique ce que je préconise. C'est exact, répondit-il. Après avoir perçu sans doute possible ce que mon interlocuteur observait, j'ai dirigé mon attention sur les deux autres informations nécessaires à la compréhension de sa vulnérabilité. Premièrement, comment il se sentait, et deuxièmement, ce qu'il aurait voulu qui avait suscité ses sentiments. S'arrêter sur ces aspects de la vulnérabilité de l'autre fait ressortir son humanité et désamorce une bonne dose de la peur que nous éprouvons lorsque nous percevons ce qu'il nous a dit comme des jugements ou des condamnations. J'ai cru comprendre, en l'occurrence, qu'il se sentait contrarié parce qu'il avait interprété mon silence concernant le fait que le processus de communication est difficile à appliquer pour moi, comme signifiant implicitement que je savais mieux communiquer que d'autres. N'étant pas certain que cela soit exact, je lui ai fait part de ce que je devinais. Est-ce que le fait que je taise cela vous donne un sentiment de malaise, parce que pour vous cela sous-entend que je prétends mieux communiquer que d'autres? C'est tout à fait cela, répondit-il. À ce moment-là, j'ai été tenté de corriger son interprétation. J'avais envie d'expliquer que je ne dissimulais pas cette information pour les raisons qu'il croyait, mais parce que je pensais que mes limitations étaient si évidentes qu'il n'était pas nécessaire d'en parler. Cependant, le processus de communication m'a rappelé de tenir compte du conseil de Bouddha, à savoir ne pas simplement faire quelque chose, mais rester là. C'est-à-dire ne pas réagir en acquiesçant, en montrant mon désaccord ou par toute autre réponse qui détournerait l'attention de ce que l'autre expérimente au profit de ce que je vis moi. Ceci est plus facile à faire lorsque nous gardons à l'esprit que paraphraser ce que nous avons compris de la façon de voir des autres et manifester notre approbation pour la façon dont ils les voient sont bien deux choses différentes. Maintenant que j'avais compris précisément la vulnérabilité de mon interlocuteur, le processus de communication a dirigé mon attention sur ce qu'il pouvait vouloir. J'ai imaginé qu'il pouvait souhaiter que j'admette ma difficulté à appliquer la méthode, et j'ai vérifié cela ainsi. Voulez-vous que je reconnaisse que ça peut être une vraie lutte pour moi que d'appliquer ce processus? Oui, répondit-il. Arrivé à ce point, il ne m'est pas demandé que j'obtempère à ce que l'autre personne souhaite, mais seulement que je comprenne avec précision ce qu'elle veut, sans que nécessairement je l'exécute. Voici dans quelles circonstances il est nécessaire que nous vérifions l'exactitude de notre compréhension à l'aide d'une paraphrase. Premièrement, lorsque nous ne sommes pas certains de notre compréhension. Deuxièmement, lorsque l'autre demande que nous lui répétions ce que nous avons entendu. Et troisièmement, lorsque nous sentons, à la profondeur de la vulnérabilité exprimée, que l'autre voudrait une confirmation que nous l'avons bien compris. Par exemple, s'il termine sa phrase par un « tu vois ce que je veux dire » ou « est-ce que c'est clair ?» Paraphraser n'aide cependant pas toujours. Si quelqu'un répond à notre paraphrase par « ne commence pas avec tes histoires de psychologie », il se peut qu'il ait interprété notre démarche comme une tentative de manipulation. Dans de tels cas, le processus de communication nous incite à continuer à porter notre attention sur la vulnérabilité et les demandes de la personne en question, tout en évitant la paraphrase jusqu'à ce qu'on puisse clarifier pourquoi on s'en est abstenu. Naturellement, si nous ne vérifions pas l'exactitude de notre compréhension par ce moyen, soyons conscients du risque que nous courons de ne pas percevoir de façon absolument précise la vulnérabilité et les demandes d'autrui. Bien entendu, nous nous offrons à nous-mêmes un cadeau
lorsque nous faisons à d'autres celui de l'empathie. Car quand nous sommes en empathie avec quelqu'un, nous devenons sourds aux messages destructeurs qui chassent de notre conscience les raisons qui nous ont fait venir au monde en tant qu'êtres humains et non en tant que chaise. Parfois, nous ne sommes pas en état de faire le don de notre empathie, exactement comme une mère ne peut pas allaiter son enfant si elle n'a pas reçu elle-même d'aliments en suffisance. Il peut arriver que nous soyons incapables de faire le don de l'empathie parce que nous n'avons pas reçu nous-mêmes d'attention empathique pour notre propre détresse. Une façon d'obtenir cette nourriture est d'apprendre à nous la donner nous-mêmes. Lorsque nous commençons à sentir la montée d'adrénaline qui nous prévient que nous sommes davantage prêts à attaquer et à entrer en compétition qu'à donner de l'empathie, nous pouvons apprendre à capter notre vulnérabilité du moment et à nous donner à nous-mêmes l'empathie dont nous avons besoin, de façon à être capables ensuite de donner de l'empathie à un tiers. Si notre peine est trop lourde pour que nous puissions nous donner de l'empathie à ce moment-là, suspendons la communication jusqu'à ce que nous puissions trouver quelqu'un qui puisse nous en donner. Le processus CNV nous donne les moyens d'être honnêtes en ce qui nous concerne. Il n'exige pas que nous agissions ainsi aveuglément. Notre choix d'exprimer ou non cette honnêteté à autrui dépend de notre intention, de ce que nous prévoyons que l'autre va répondre, etc. Ruth Bebermeyer a écrit la chanson suivante après avoir fait connaissance du processus de communication non violente que je viens de vous décrire. I never feel more given to than when you take Recevoir. from me. Je n'ai jamais eu le sentiment de recevoir autant que lorsque tu prends de moi. The joy I feel, Quand tu comprends la joie que je ressens à m'occuper de toi. and you know my giving isn't done. Et que tu sais que mon élan Put you in my debt, n'est pas là pour te rendre débiteur, because I wanna be the mais parce que love je veux vivre I l'amour feel for que j'éprouve pour toi. to receive with grace. Recevoir avec Be grâce the greatest giving. peut être le plus beau cadeau. There's no way I can separate. Je ne peux the séparer l'un de l'autre. When you give to me, Quand tu me I donnes, give you my je tends les bras receiving. pour recevoir. And when you take from me, Quand c'est toi qui I feel reçois, so given. je me sens tellement enrichi.